à confusion, mais ça me semble ne pas changer sur cette question-là. La commission de réforme, elle est saisie avant tout refus. Une absence de saisine de la commission de réforme est un vice de procédure qui permet d'obtenir l'annulation de la décision de refus de reconnaissance d'imputabilité. Par contre, je peux reconnaître l'imputabilité sans avoir de saisine de la commission de réforme. Alors, ce qui est important et ce qui n'est pas toujours bien utilisé par l'employeur quand il y a des doutes, bien sûr, parce que 80% des demandes vont être reconnues imputables. C'est surtout quand je vais vers un refus qu'il faut faire attention. On a deux éléments importants. Un, l'enquête administrative qui a pour objectif d'établir la matérialité des faits, la circonstance ayant conduit à la survenance de l'accident, et puis derrière, le médecin agréé. Un avis de commission de réforme ne sera pertinent que si j'ai bien ces éléments-là. C'est-à-dire que théoriquement, je la saisis que si je vais vers un refus ou que j'ai un doute. Mais pour que la commission de réforme puisse donner un avis qui soit pertinent, eh bien, il faudra mettre en avant justement soit la faute personnelle, soit toute circonstance particulière, soit médicale, soit administrative, que je vais tirer de l'enquête administrative et de l'avis du médecin agréé. D'accord. Alors, du coup, cette procédure, elle semble quand même assez longue. Est-ce qu'il y a des délais en termes d'instruction ? Oui, alors ça, c'est une reprise de la jurisprudence du Conseil d'État de mars 2018 qui a été introduit dans le texte et qui n'est pas forcément compatible avec la réalité pratique des établissements publics, que ce soit de l'hospitalière ou d'autres versants, et même les délais de saisine de la commission de réforme. En théorie, pour pouvoir me prononcer sur l'imputabilité au service, j'ai un délai d'1 mois d'un accident. J'ai un délai d'1 mois, donc c'est très court. 1 mois, ça passe très vite. J'ai un délai d'1 mois que je peux rallonger en informant l'agent à partir du moment où je mène une enquête administrative ou que je saisis le médecin agréé. Donc, en théorie, il faudrait que j'écrive à l'agent, monsieur, madame, dans le cadre de votre demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de telle ou telle lésion, je vous informe que j'entends mener une enquête administrative ou saisir un médecin agréé. Dans ce cadre, là, le délai de traitement de votre dossier de reconnaissance de l'imputabilité sera prolongé d'une durée maximum de 3 mois. Donc, je dois informer l'agent en théorie et je dois prendre ma décision. Et ma décision doit être prise dans ce délai de 3+1, ce qui me fait 4 mois. Donc, j'ai 4 mois maximum pour faire tout ça, si c'est nécessaire, et pour produire une décision. Alors, si jamais je ne me prononce pas dans le délai de 4 mois, bon, la terre ne va pas s'ouvrir en deux. Il n'y a pas non plus de décision implicite qui naîtra, contrairement au régime général de la sécurité sociale, où 2 mois de silence veut dire prise en charge implicite. Vous savez que dans les relations entre les agents publics et leurs employeurs, le silence gagné pendant 2 mois vaut décision implicite de rejet et non pas d'acceptation. Mais là, ça ne veut dire ni l'un ni l'autre au bout de 4 mois. Je continue jusqu'à arriver à une décision. Simplement, en théorie, je dois prendre une décision provisoire d'octroi, le cas échéant, d'un CITIS. Alors, ça ne se passera que si mon agent a une incapacité temporaire de travail liée à la lésion ou la pathologie dont il demande la reconnaissance. Si mon agent il a eu un accident, une lésion, un arrêt de 2 mois, la question ne se pose pas. C'est si cet arrêt se prolonge au-delà de 4 mois et que je n'ai pas pris de décision, je vais devoir prendre une décision provisoire de CITIS. Simplement, cette décision provisoire, elle est régularisée au terme de la procédure et au moment de la prise de décision. C'est-à-dire que je prends une décision provisoire de CITIS, au final, je ne reconnais pas l'imputabilité, je régularise et je redemande l'argent que j'ai versé à l'agent en trop. Si c'était un demi et que je vais verser un plein. Donc, je vais devoir faire un trop perçu à l'agent, ce qui peut être passablement compliqué. Qui plus est, il faut quand même remettre ça dans le contexte de la jurisprudence qui se développe sur la responsabilité des employeurs publics en matière de temps sur la gestion de la statutaire des agents.
un délai trop important pour prendre une décision est une faute qui peut engager la responsabilité de l'employeur et du coup permettre à l'agent de bénéficier d'une réparation. Et quels sont les motifs pour que l'employeur peut utiliser pour refuser l'imputabilité? Alors, on a plusieurs motifs qui peuvent être utilisés pour refuser l'imputabilité. On a premièrement les doutes qui sont liés à l'accident. Les doutes qui sont liés à l'accident, eh bien, c'est sur, d'une part, l'existence de l'événement. Ça, on a une nouvelle jurisprudence, je vous l'ai dit, qui se crée, où le juge administratif va contrôler l'existence de l'événement et va considérer qu'en l'absence d'événement, eh ben, on n'est pas dans un dossier d'imputabilité. Et puis, j'ai aussi la qualification de cet événement. Hein. Je vous ai dit, est-ce qu'un entretien d'évaluation peut être considéré comme un événement susceptible d'être qualifié d'accident de service? Tout dépend comment l'entretien s'est déroulé. L'entretien d'évaluation en tant que tel, en tout cas jusqu'à présent, le juge administratif considère que ce n'est pas un accident, mais ça peut l'être en fonction de la façon dont il se déroule. Si ça se déroule de manière normale, c'est prévisible et c'est pas quelque chose de un entretien d'évaluation, on est prévenu en amont, hein, même avec la nouvelle procédure d'évaluation à l'hospitalière, l'agent est prévenu 8 jours avant. Enfin, c'est pas quelque chose de soudain quelque part. Et à partir du moment où ça s'est passé normalement, poliment, eh bien, ça sera pas un événement. Et puis, il y a aussi des subtilités importantes où le juge il va regarder l'impact de l'un à l'autre. Hein. Cette jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux de 2019 me semble intéressante à ce titre parce que c'est un agent qui a eu une vive altercation avec le maire de sa commune et qui a fait donc une déclaration d'accident. Et le juge nous dit c'est une vive altercation, mais ce n'est pas un choc brutal et soudain suffisant pour être qualifié d'accident, d'autant que finalement, mon agent, il déprime pas tellement à cause de cet entretien, mais il déprime du fait de revalorisation de difficultés relationnelles et que c'est un processus au long cours et non pas la conséquence de cet événement. Donc, refus d'imputabilité au service. Donc, la question qu'est-ce que c'est qu'un événement, elle va devenir primordiale et elle va, à mon sens, faire florès en matière de jurisprudence. Et c'est un élément que nous, au cabinet, on utilise fréquemment pour se poser la question justement de l'imputabilité. On a aussi les circonstances particulières liées à l'événement. L'altercation au cours de laquelle les propos adressés à l'agent à la suite de son erreur professionnelle n'ayant revêtu aucun caractère violent, insultant ou humiliant susceptible d'avoir constitué un événement traumatisant. Vous voyez que le juge vient dire que cette altercation ne peut pas être un événement traumatisant susceptible d'être qualifié d'accident. Donc, eh bien, la dépression éventuelle de l'agent derrière ne peut pas être reconnu imputable au service. Donc beaucoup de subtilités et beaucoup de nouvelles questions jurisprudentielles qui vont se poser, d'où l'importance de l'enquête administrative sur les circonstances dans lesquelles l'événement a eu lieu. D'accord, ok, très bien. Donc du coup, les moyens dont dispose l'employeur, c'est justement cette enquête administrative? C'est ça. C'est ça, Nathalie, hein, c'est la connaissance des circonstances de l'événement pour identifier cet événement et le qualifier ou pas d'accident. Est-ce qu'il y aura un impact derrière sur la reconnaissance de l'imputabilité de la lésion ou de la pathologie. Alors, il y a un autre motif qui peut être utilisé, c'est la faute personnelle détachable du service. Alors, la faute personnelle détachable du service, c'est une notion qui est assez peu comprise et qu'il faut séparer de la notion de faute tout court.
Une faute d'un fonctionnaire, c'est un manquement à une obligation. Je n'ai pas mes chaussures de sécurité et j'ai un truc qui me tombe sur le pied et je me blesse au pied. C'est imputable au service. Hein, c'est imputable au service parce que la simple faute de l'agent ne suffit pas à permettre de refuser la reconnaissance de l'imputabilité au service de la lésion ou de la pathologie. Non, pour ça, il faut une faute personnelle détachable du service et on va parler de faute personnelle détachable du service à partir du moment où donc j'ai un comportement qui est une faute tellement grave qu'elle en devient détachée du service. Et du coup, le motif du refus d'imputabilité, ce n'est pas tellement la faute en tant que telle, c'est le caractère détachable de ce comportement du service. Et c'est ça qui va faire que je refuse l'imputabilité. C'est pas, il faut faire attention à la sanction déguisée, puisque c'est refuser de reconnaître l'imputabilité au service d'une lésion ou d'une pathologie parce que l'agent a eu un comportement fautif, c'est une sanction déguisée et qui est contraire au principe de l'exhaustivité des sanctions. C'est-à-dire que le fait que mon agent n'ait pas porté ses chaussures de sécurité et se blesse n'empêche pas par ailleurs de mener une sanction disciplinaire, une procédure disciplinaire. Hein, c'est une faute de ne pas avoir respecté les conditions de travail de l'agent. Donc, il faut pour que je refuse l'imputabilité sur la question de faute, il faut une faute d'une telle gravité qu'elle détache ce comportement du service. Donc, c'est vraiment assez rare comme motif. Alors, on a aussi d'autres motifs administratifs qui permettent le refus de reconnaissance de l'imputabilité au service. Là, pour le coup, c'est ce qu'on va parler de circonstances particulières de nature à détacher l'événement du service. C'est-à-dire que on a une circonstance qui fait que finalement on n'est pas lié au service. Hein. Altercation entre agents pour des motifs personnels. Hein. Deux agents ont fait un gain on pariait sur le PMU la veille. Et se disputent pour se partager les gains. Là, on a un élément qui permet de refuser l'imputabilité au service. Un comportement complètement indépendant du service. Hein. On a ça, pour le coup, fréquemment, j'ai les problèmes de vie dissolue des agents et des relations entre les uns et les autres, avec des altercations qui sont liées à cette vie dissolue. Et puis, il y a le comportement de l'agent en tant que tel. Hein. J'aime bien celle-là parce que ça montre quand même un caractère un peu gonflé de la demande. L'agent excédé par une remarque consignée dans le cahier de suivi des malades, blessé à la main en raison de plusieurs coups de poing dans le mobilier de l'hôpital. Il s'énerve, il donne des coups de poing dans le mobilier, puis il se fait mal à la main et ensuite il fait une déclaration. Non, hein, ce sont des circonstances détachant l'événement et la lésion du service. Et là encore, hein, c'est l'enquête administrative qui va permettre d'identifier ces circonstances. Et il y a aussi des motifs médicaux pour refuser l'imputabilité. Oui, alors mis à part ces motifs administratifs, qui sont ceux à privilégier, parce que c'est ceux que maîtrise l'employeur. Hein. À la fois la définition de l'accident, les circonstances, c'est l'employeur qui maîtrise ça. Sur la partie médicale, même si l'ordonnance du 25 novembre 2020 d'ailleurs élargit les compétences des services de gestion, mais j'en reparlerai une prochaine fois, élargit les compétences des services de gestion en matière de secret médical, puisqu'il n'y a plus de secret médical pour tout ce qui est lié à la pathologie. Ça reste que vous n'êtes pas des médecins quand on gère, et que pour le coup, là, le rôle du médecin agréé et des membres médicaux de la commission de réforme sont passablement importants. Mais en effet, si j'ai un événement qui peut être qualifié d'accident de service, la question est celle du lien médical. Et donc, pour le coup, là, on a plusieurs motifs. Soit la pathologie est à l'origine de la lésion, soit la pathologie était préexistante. Hein, donc, j'ai trouvé un arrêt du 3 décembre 2020 du Conseil d'État intéressant sur la question, où c'est
un professeur qui disait qu'elle déprime à la suite d'une visite d'un inspecteur de l'éducation nationale. Alors, le problème des jurisprudences qu'on a aujourd'hui, c'est qu'elles concernent des situations antérieures aux nouvelles réglementations sur le CITES. Parce qu'ici, on aurait très bien pu dire que finalement, une inspection par un inspecteur de l'éducation nationale n'est en soi pas un événement. Mais là, pour le coup, et le juge le dit bien d'ailleurs, qu'on est dans la réglementation en vigueur avant le CITES. Mais ce qui est intéressant là-dessus, c'est qu'il utilise la situation médicale de Nagent et notamment l'antériorité de son caractère dépressif, qui avait déjà eu des arrêts maladie liés à une dépression en amont, et du coup considère que eh bien, l'événement visite par un inspecteur de l'éducation nationale, qui est peut-être pas un événement en soi, mais ça c'est une question qu'on se poserait aujourd'hui, mais dans le cas d'un événement qui aurait lieu aujourd'hui. Mais par contre, en tout état de cause, d'un point de vue médical, eh bien, ce n'est pas cet événement-là qui est venu déclencher une dépression déjà existante. Donc, on va refuser sur ce motif médical d'antériorité. En ce sens, et je reviendrai sur les risques juridiques, il est nécessaire qu'on ait un avis du médecin agréé qui soit clair et aussi un avis de la commission de réforme qui soit pour le coup motivé. Donc, le moyen médical, c'est le médecin expert agréé. Expert parce que il y a besoin d'une expertise particulière. On est arrivé au bout de ce que je voulais vous dire sur la notion d'accident de service. Je crois qu'il y a eu pas mal de questions. Je suis un peu aussi étonné par l'évolution du nombre de participants, parce qu'on est passé de 50 à 110, puis c'est redescendu, 102. Donc, soit il y a un problème de connexion, soit il y a un problème de Zoom lui-même qui ne me dit pas les gens présents. On verra sur les branchements. Je ne sais pas trop ce qu'il en est. Peut-être que vous pourrez voir Madame Richer faire un petit audit pour voir ce qui s'est passé. En tout cas, on a filmé, donc ça pourra être revu. Gaëtan? Oui, oui, il y a eu. Alors,